Bonjour à toutes et tous. Nous voici donc rassemblés pour la 6e et dernière séance de ce cours public. Je vais profiter de cette séance conclusive pour dire deux mots un petit peu sur la manière dont j'ai conçu ce cycle de cours et la façon dont il s'inscrit dans ce lieu de l'école urbaine. Je crois qu'il est important de faire comprendre que un cours de ce type-là n'est pas la simple transposition de quelque chose qu'on pourrait faire à l'université ou dans une école. Je ne voudrais pas vous leurrer sur le fait qu'il y a forcément des espaces de liberté pour ce genre d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur et que ce type de réflexion, ce que j'ai appelé des réflexions hérétiques, en hommage à Jan Patočka sur l'histoire du temps présent, une réflexion de ce type-là demande soit le secret, c'était le cas de Patočka lui-même, qu'il a payé de sa vie, soit ça demande un lieu bienveillant. Un lieu bienveillant comme a été pour moi et pour beaucoup d'autres l'école urbaine de Lyon. Et je voudrais dire ici que ce cycle de leçons est aussi un hommage et un remerciement à ce lieu qui a été un espace de partage bienveillant, d'ouverture des idées, et dans lequel il a été possible de forger des projets de thèse, de post-doctorat, de recherche, d'animation qui n'étaient possibles nulle part ailleurs, ni dans les écoles, ni dans les universités, et que donc, voilà, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait vivre et qui font vivre encore et qui feront vivre demain l'esprit de ce lieu et de tout ce qu'il pourra donner comme suite. Je vais élargir cette réflexion introductive à la question, finalement, des conditions de possibilité de la connaissance dans le monde anthropocène. Il ne va pas de soi de construire une réflexion méthodique, de la partager, de la publier, de la faire vivre dans la pratique sur les questions interconnectées de l'anthropocène. Il faut aussi accepter que l'anthropocène est une remise en cause du statut de la connaissance dans la vie sociale et dans le monde, que nous avons besoin de penser autrement notre rapport à l'entendement, à la connaissance, osons le mot d'intelligence. Il faut sortir aussi du paradigme de la performance cognitive. Il faut sortir de l'idée que l'intelligence est une forme de performativité qui se jauge comme toutes les autres performativités du corps ou de la matière, et accepter l'idée que, en fait, il y a à la fois une intelligence de la situation et une situation de l'intelligence. J'entends par là que nous avons collectivement besoin de penser ensemble, intelligemment, pertinemment, la situation anthropocène, mais que c'est aussi cette situation qui, possiblement, nous rend intelligents d'une autre manière, nous aide par les feedbacks de notre environnement, de nos existences contrariées, compliquées, contradictoires, à développer des formes de questionnement, des méthodologies, des manières de nous exprimer qui sont neuves et qui s'adaptent à une situation de tension, de crise et de quête de résolution. C'est pour moi le fait de se tenir volontairement, durablement, sur ce que j'ai appelé la ligne de faille de l'anthropocène, la couture imparfaite et douloureuse entre nature et culture, entre les mondes de la pensée et les mondes de l'action, entre le monde de la société et de la chose politique et celui de la nature, des machines, des objets, et que cette couture instable, problématique aujourd'hui, on peut la nier, on peut décider de se tenir à sa gauche ou à sa droite, mais c'est pas ça qui va nous aider à résoudre le problème de cette relation. Et que donc il y a, pour les chercheurs, une exigence à se tenir, même si c'est inconfortable, sur cette ligne de faille, en faisant attention, on met les pieds quand même, mais essayer de comprendre que c'est en observant ce qui se joue sur cette frontière-là, en écoutant les feedbacks contradictoires des environnements en crise de l'anthropocène, qu'on peut, en acceptant une suspension du jugement, en acceptant de sortir de la routine des méthodologies scientifiques, développer des méthodologies ad hoc, des questions adaptées, pertinentes à une situation qui requiert effectivement une forme d'intelligence nouvelle. Et il faut que tous les univers intellectuels, disciplinaires, de recherche comprennent qu'il y a là un défi qui certes comporte une part de risque, mais qui est aussi exaltant et qui en tout cas peut permettre au monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, de se reconnecter
au monde, à la société, à la chose politique, d'une manière qui ne soit pas velléitaire, qui ne soit pas verbale, qui ne soit pas simplement une pétition de principe. Il est évident que quand on observe au quotidien dans ses recherches, comme je le fais par exemple, les questions qui sont autour du nexus entre agriculture, sciences, environnement, en relation avec la chose politique, eh bien, on ne peut pas se contenter d'une lecture platement positiviste du monde. On est obligé à un exercice permanent de réflexivité, on est obligé à des itérations permanentes entre ce qu'on lit, ce qu'on pense, les actions qu'on développe, le passage de la recherche à l'action, et sans cesse un retour vers la critique, vers le débat scientifique, pour revenir vers la société, vers les environnements, enrichis de cette réflexion critique permanente. Du fait que l'Anthropocène n'est pas un temps linéaire, qu'il n'est pas un temps dans lequel on peut agir de manière prévisible, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthodologie qui puisse s'appliquer ex abrupto, sans se poser la question de la fragilité du matériau sur lequel on agit. Et donc, à mon sens, ce besoin fondamental que nous avons de lieu où exercer cette intelligence située, eh bien, explique pourquoi c'est aussi un combat dans les mondes de la recherche et de l'enseignement supérieur de maintenir en vie les tiers-lieux, les lieux à l'écart de la production normative de la connaissance ou de la simple transmission descendante du savoir, pour avoir effectivement des lieux où on peut, dans une atmosphère exigeante mais bienveillante, penser ensemble, observer ensemble, ressentir ensemble ces feedbacks complexes du monde anthropocène. À mes yeux, ma pratique d'historien du temps présent, c'est l'une des formes possibles de pertinence retrouvée de la recherche dans ce monde. C'est l'idée qu'on peut, on doit se mettre en danger en tant qu'intellectuel et que chercheur, et accepter l'idée que nos méthodes, nos acquis, nos belles bibliothèques n'ont pas réponse à tout. Il ne s'agit pas de se réfugier sans cesse dans des propositions théoriques qui auraient toujours par miracle la capacité à se saisir de tous les nouveaux développements de la réalité. Alors, le thème que j'ai choisi pour cette dernière leçon, justement, ça n'est pas un thème précis, ça n'est pas un objet, c'est une réflexion située, engagée sur ce qu'un historien du temps présent peut apporter à notre conversation collective sur l'Anthropocène. Et donc, il importe de changer un petit peu de ton par rapport à celui que j'ai pu adopter dans les premières leçons. Il ne s'agit plus d'explorer les figures du temps, il s'agit d'interroger la figure de l'historien et son rapport à la temporalité. Qu'est-ce que l'historien a à dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on peut mettre en débat son intervention dans la cité et dans les enjeux de l'Anthropocène? En quelque sorte, il va s'agir métaphoriquement de passer de la bibliothèque au jardin, de se demander s'il faut changer de tenue, prendre des outils et lesquels. Et je dirais qu'il faut, et c'est quelque chose que ne font jamais mes collègues historiens, il faut oser le gros mot de penser en termes d'ingénierie. Le mot ingénierie est un mot intéressant. Il veut dire mettre du génie, de l'intelligence dans quelque chose. Que veut dire essayer d'apporter une intelligence historique dans le temps présent? C'est tout le défi, effectivement, de la démarche que je propose. Alors, avant d'expliciter ce que je propose comme approche hérétique de l'histoire du temps présent, il me faut avoir une pensée critique de ce qu'est l'orthodoxie aujourd'hui. Et j'insiste sur le fait que on ne peut pas se laisser enfermer dans un débat entre orthodoxie et hétérodoxie, parce que finalement les deux mots se terminent par doxa, et si c'est simplement remplacer une doxa par une autre, on n'a pas forcément gagné grand-chose. La question c'est, est-ce que l'Anthropocène est un monde dans lequel on peut se contenter d'une doxa pour avancer et pour agir? Probablement non. Et donc il ne s'agit pas de n'avoir aucun principe, on ne tient pas debout sans colonne vertébrale, il faut des principes, il faut des valeurs, il faut des orientations, mais il faut aussi une capacité d'écoute et une capacité à reconnaître que la science, la recherche, la connaissance, la réflexion philosophique n'ont pas réponse à tout, n'ont pas de réponse toute faite, toute prête à la situation anthropocène, qu'il y a un effet de débordement de ce temps présent, de sa complexité. Je dirais que, pour résumer ma pensée, l'Anthropocène est une équation insoluble. Et que cette équation insoluble, eh bien, elle va générer soit du désespoir, du fatalisme, du cynisme, soit de la négation, en disant bah non, c'est pas du tout ça, c'est pas intéressant, on regarde pas cette réalité-là, ou bien on peut aussi se dire
d'une certaine manière, la place de l'humanité sur Terre est une équation impossible depuis le début. Continuons comme ça, mais continuons dans un monde différent, où justement, il faut prendre en compte la vulnérabilité spécifique de notre rapport au monde, et sans chercher nécessairement à résoudre l'équation et à trouver la solution de l'aventure humaine, peut-être que, d'ailleurs, c'est pas souhaitable. On peut simplement se contenter de vivre cette aventure dans le temps qui nous est donné, d'une manière qui ne soit pas trop stupide. Alors, pour moi, il est important de considérer que les orthodoxies posent problème justement parce qu'elles prétendent avoir des réponses préétablies, a priori, à la situation fluctuante que nous vivons. La difficulté, c'est que les mondes intellectuels sont les maîtres de la rhétorique, on sait ça depuis les sophistes grecs, et que l'orthodoxie se déguise très volontiers en hétérodoxie, en position rebelle, en contestation ou en critique. Et je dirais que de mon point de vue, tous les discours de dénonciation morale pure et simple, de répudiation, de rejet en bloc de pans entiers de l'histoire humaine, même s'ils peuvent avoir des fondements, c'est-à-dire qu'il faut mener un travail critique, mais quand on est dans la répudiation en bloc du passé ou de pans entiers du passé, quand on dénonce comme voilà, des hypostases insaisissables, le capital, le patriarcat ou toute autre figure négative aujourd'hui, on se rend incapable d'affronter réellement ces questions-là. C'est-à-dire on leur donne une telle démesure, une telle généralité, que c'est commode moralement, mais c'est pas heuristiquement pertinent. Il faut accepter que nous sommes partie de la situation, nous sommes situés nous aussi, et que les enjeux sont les nôtres, il en va de quelque chose pour nous, y compris des choses que nous n'aimons pas, dans le monde qui est le nôtre, ou dans le legs avec lequel nous devons faire. Il y a une vieille figure de la posture intellectuelle qui est la détestation de soi, ou la détestation d'un modèle dominant sous lequel on est censé être écrasé. Bien entendu, il y a des rapports de domination dans le monde, mais le fait de s'en tenir à un discours de la plainte, de la dénonciation, là encore, est-ce que ça nous permet d'avancer? Et je dirais que le problème de fond, c'est que ce que nous essayons de construire intellectuellement aujourd'hui comme critique des Lumières a tendance à reprendre l'imaginaire de l'histoire des Lumières, c'est-à-dire qu'il faut détruire le vieux monde, que la pensée révolutionnaire est une pensée de l'accélération de l'histoire, il faut se débarrasser plus vite de ce qui est obsolète, il faut amener le nouveau à naître sur les ruines qu'on va se charger de vraiment transformer en miettes du vieux monde. Est-ce que, au stade où en est l'humanité dans son rapport à la planète, on peut encore se permettre une grande destruction généralisée pour penser qu'on aurait les atouts, les ressources, l'énergie, la santé pour construire quelque chose de radicalement neuf? Il me semble qu'effectivement il y a une contradiction entre mobiliser l'imaginaire révolutionnaire issu du XVIIIe siècle et la fragilité du social, du naturel dans notre monde. Je reviens sur cette question de la détestation de l'Occident. C'est Jacques Ellul, un des premiers penseurs critiques de la technique et de l'environnement dans les années 60-70, qui a fait un livre d'ailleurs qui dénonce la question de cette passion négative de la détestation de l'Occident par lui-même et de dire que ça ne mène nulle part. Jacques Ellul disait effectivement que le rejet systématique empêche de penser, empêche de faire un vrai travail critique sur justement ce qu'on peut garder, ce qui nous encombre, mais qu'on doit quand même avoir dans notre vue, dans le legs qui est le nôtre. Vous connaissez sans doute tous au moins les idées générales développées par Philippe Descola dans son livre majeur Par-delà nature et culture, publié en 2005. Philippe Descola propose d'analyser toutes les grammaires relationnelles entre les existants suivant les grands systèmes cosmogoniques. Et Philippe Descola, il définit 4 régimes, en gros, de relations, et il fait une analyse extrêmement fine, et que je trouve parfaitement convaincante et passionnante à lire, des systèmes animistes, totémiques, analogiques. Et, curieusement, le système
dans lequel il vit, le système qu'il appelle le naturalisme occidental, il l'expédie en quelques pages pour dire tout le mal qu'il en pense, l'idée que le rapport à la nature des Occidentaux est un rapport pauvre, stérile, destructeur, et qu'il faut inverser la perspective et aller chercher du côté des autres systèmes ontologiques des solutions à la crise du monde actuel. Il est très possible qu'on ait besoin effectivement de faire un travail critique approfondi du naturalisme occidental. Mais, là encore, à considérer que la Renaissance, les Lumières, le XIXe siècle industriel et d'expansion dans l'occupation du monde n'ont été qu'une vaste erreur et qu'il faudrait refermer cette parenthèse et retrouver l'histoire humaine au stade où des populations agro-pastorales ou de chasseurs-cueilleurs l'ont laissé, c'est se placer dans la situation de la naïveté d'un retour dans le passé. La flèche du temps n'est pas réversible. Et donc, il faut faire, encore une fois, avec les existants hybrides, modernes, voire postmodernes, qui sont là sur la surface de la Terre aujourd'hui, et on ne peut pas requalifier des formes de rapport au monde, simplement parce qu'on pense que ces formes de rapport au monde seraient plus durables, plus souhaitables intrinsèquement. Et je dirais que peut-être qu'une des fragilités du travail critique qui est fait sur l'Anthropocène aujourd'hui, c'est justement de considérer que l'œuvre des Lumières est en soi une aberration rationaliste, que le rationalisme est une aberration, et que donc il suffit de renoncer à une fausse croyance pour retrouver une forme de sagesse dans notre rapport à la nature. L'erreur fondamentale que je vois comme historien qui travaille sur la dynamique des Lumières, c'est qu'en fait, on refuse de voir que les Lumières ne sont pas une toute-puissance sûre d'elles-mêmes, qu'il y a également une fissure interne aux Lumières dès le XVIIIe siècle qui ne va cesser de s'approfondir et qu'en réalité, il y a une véritable tension dialectique entre le pari des Lumières d'une division entre sujet et objet, d'une chose politique qui serait restreinte au sujet humain et d'un monde qui serait entièrement assimilable à des choses et à des commodités. Cette fiction-là a toujours été contrebalancée par les impasses de l'application de ces principes, par des contestations sociales et politiques, des effets sur les inégalités de ce fonctionnement-là, et que donc la tension dialectique interne au monde des Lumières, il suffit de penser à l'œuvre de Marx, voilà, qui a quand même montré qu'il y avait un peu des contradictions dans le monde construit par les Lumières. Ces contradictions internes, elles ont généré un trouble, un doute, et que les grands cataclysmes du XXe siècle, de cette grande guerre civile européenne et mondiale des années 14-45, ont fait advenir dans le monde de la pensée ce que Jan Patočka appelle cette forme d'ébranlement qui a amené une critique interne de la modernité et de son rapport à la rationalité. Et donc, d'une certaine manière, j'irais jusqu'à dire que la problématicité est la vérité profonde du naturalisme occidental. Le naturalisme occidental n'est pas un système dominant qui aurait régné pendant 2 siècles et qu'on pourrait congédier. Le naturalisme occidental est une utopie performative qui a généré des contre-utopies dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire que nous nous trompons d'analyse quand nous pensons qu'il nous suffit de rejeter le modèle qui nous a été légué. En fait, nous sommes les héritiers de la tension entre modèle et contre-modèle. Et c'est dans cette tension-là qui se joue et qui rejoue de manière extrêmement inquiétante dans l'Anthropocène que se situe la pensée stratégique libre qu'on doit développer pour justement sortir des dogmatismes opposés dans la lecture de la modernité. Je vais utiliser une comparaison qui peut vous paraître étonnante, c'est la figure d'Antigone dans la tragédie grecque. Antigone, c'est un personnage qui ne fait aucune concession avec l'ordre de la cité, avec la rationalité, avec les lois. Antigone, elle veut enterrer son frère, elle est prête à sacrifier sa vie, elle est prête à voir la cité détruite pour que l'acte sacré de l'enterrement de son frère soit accompli. C'est une forme de folie, d'aveuglement, mais dans la manière dont la tragédie grecque met en scène les contradictions du rapport des hommes au monde, il y a l'idée que
Certes, on peut organiser la cité rationnellement. On peut vouloir que la cité soit gouvernée par les lois, qu'il y ait des limites fixées à l'agir humain, que toutes les choses se fassent sous le soleil, dans la lumière, dans l'observation partagée des choses, mais que, et c'est ce que nous lègue la tragédie grecque, on ne peut pas abolir la nuit, on ne peut pas abolir le rapport des humains à l'idée du néant, et si on fait semblant que ça n'existe pas, eh bien on se retrouve avec la situation d'Antigone, c'est-à-dire la destruction de la cité par des forces qu'on a méconnues, qu'on a méprisées, en pensant orgueilleusement qu'on pourrait tout mettre sous une doxa, sous une norme, sous une loi, sous une régulation. Et donc, justement, l'idée d'une nouvelle orthodoxie court le danger de prétendre refonder une cité parfaite ou une cité meilleure qui se heurterait toujours à cette part de la nuit, du non maîtrisé, qui justement n'est plus juste à la marge, au dehors de la cité, qui est, du fait des dégâts de la crise écologique globale, en plein cœur de nos vies quotidiennes, de nos maisons, de nos espaces de vie, nos espaces de travail, etc. Et donc, on ne peut plus séparer le jour et la nuit, la rationalité et l'irrationalité, et il me semble que la leçon à retenir, c'est effectivement cette extrême fragilité et contradiction interne de la situation anthropocène, qui demande à être saisie. Alors, la difficulté, c'est que on attend beaucoup des intellectuels et des chercheurs, et là aussi, on peut se laisser leurrer avec l'idée que les intellectuels et les chercheurs ont les outils critiques pour penser sur le fond, avec lucidité et acuité, la situation. D'une certaine manière, c'est vrai, mais le problème, c'est que, fondamentalement, les chercheurs et les intellectuels restent, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, des héritiers du monde des clercs, c'est-à-dire des héritiers du modèle du monastère, dans lequel la pensée est autoréférentielle, fonctionne par rapport à elle-même, et où, même quand on parle du monde, quand on parle des pauvres du Christ, ou quand on parle de l'état de la cité, en réalité, ce qui compte, c'est d'avoir voix au chapitre des chanoines, c'est d'être celui qui va finir par dire la vérité théologique dans le débat entre les clercs. Et qu'il ne faut pas se laisser leurrer à ce qu'est la figure aujourd'hui du chercheur militant, c'est-à-dire qui a son capital de légitimité de chercheur et qui vient dans une arène politique, syndicale, écologiste, etc., en disant « je suis chercheur, donc je sais, et je vais définir cette priorité, ce combat, comme étant légitime et dans lequel je vais m'engager ». La difficulté, c'est que trop souvent, parce que c'est pas facile à faire, le chercheur qui s'engage pour une cause ou sur un enjeu, il laisse dans sa cellule de moine au monastère son épistémologie, sa méthodologie, et il arrive uniquement avec des résultats ou des conclusions ou une forme transformée en orthodoxie du produit de sa recherche. Ce qui veut dire que quand le chercheur débarque dans l'arène syndicale, politique, etc., en fait, le problème, c'est qu'il a du mal à continuer à penser comme un chercheur et qu'il a tendance à ne pas être, et même être plus mauvais qu'un acteur des luttes sociales ou environnementales parce qu'il ne sait pas comment transposer son être intellectuel du monastère vers la cité. Et la difficulté pour les chercheurs et les intellectuels, c'est en outre que, fondamentalement, même quand on prend des risques dans la vie sociale et politique, on n'y appartient pas tout à fait. Quelque part, on est un peu un hologramme de soi-même parce qu'on appartient à une sphère intellectuelle qui reste à l'écart. Et donc, le problème, c'est pas que les chercheurs ne doivent pas devenir des militants. On est dans une situation où il faut un continuum, pensée, recherche, action et feedback vers la recherche. Et je dirais que le problème, c'est plutôt de faire en sorte que le laboratoire soit dans la cité, le séminaire soit dans la cité, la vie intellectuelle soit dans la cité, c'est-à-dire que le chercheur soit d'abord citoyen et ensuite chercheur qui apporte un supplément d'intelligence informée dans la situation qu'il partage avec d'autres acteurs sociaux. Et cette révolution-là, elle n'est pas vraiment faite encore. C'est-à-dire que même si on parle beaucoup de sciences ouvertes, de transdisciplinarité, je dirais que c'est exactement comme le greenwashing des programmes des grandes entreprises et des États. Il y a aussi du greenwashing intellectuel dans des postures qui sont gratuites, qui peuvent être généreuses et sincères, mais qui ne sont pas une vraie mise de l'intelligence scientifique au service des enjeux de l'Anthropocène. C'est un peu cruel de dire ça sur ma propre communauté, mais c'est un travail critique que je suis obligé de faire sans cesse sur moi-même, parce que finalement, le confort du monastère
il est extrêmement tentant. Voilà. Et donc, vous voyez, faire une séance comme aujourd'hui où j'ai pas pris de livre, j'ai pas pris de citation, je parle plus librement et de manière plus en tâtonnant davantage peut-être que dans les leçons où je maîtrise plus le contenu, c'est l'idée que voilà, cette prise de risque, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter dans la prise de parole, en situation d'interaction, située, là aussi, avec d'autres qui partagent voilà, cette question de l'urbain anthropocène et de comment on vit, comment on agit, comment on pense dans ce monde. Ce qui veut dire que les chercheurs, et là je parle plutôt de l'étage senior de ce monde-là, les directeurs de recherche, les directeurs de thèse, doivent abandonner vraiment la posture du maître à penser, de celui qui dirige. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut cesser de diriger les étudiants en master, en doctorat, mais ça veut dire qu'il faut accepter l'idée que on peut espérer, on doit espérer que dans la situation évolutive qui est la nôtre, nos étudiants qui font des stages, qui font des thèses, qui font des post-doctorats, qui accèdent à des métiers, à des emplois, à des activités, à des formes de mission, ils vont montrer que ce qu'on leur a enseigné à un moment n'est plus suffisant, est dépassé, est contradictoire, est obsolète. Et qu'ils vont nous faire le plaisir de revenir nous ramener en face la critique des manques de notre enseignement pour que le monde de la recherche ne soit pas contrôlé par une doxa descendante systématiquement des seniors vers les juniors et donc de conception héritée du passé vers les nouvelles questions et qu'il y ait une sorte de, oui, ce qu'on appelle une classe inversée. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont sur le front des questions brûlantes de l'Anthropocène qui doivent ramener le feedback des choses qui méritent d'être traitées, pensées. Et ça n'est pas, depuis la bibliothèque des maîtres, qu'on peut penser la situation présente. Ça ne veut pas dire de créer forcément une relation purement horizontale. Je n'ai pas cette utopie-là, mais simplement, il faut accepter l'idée que les institutions scientifiques sont des formes d'ordre social, même quand elles sont contestataires, même quand elles se dessinent dans une marge de contestation au modèle dominant, et que il faut faire rentrer le primat de la pertinence par rapport à la crise anthropocène également dans la gouvernance de la recherche, de ces programmes, des manières d'enseigner, des manières de diriger la recherche. Et je reviens sur ce qu'avait tenté l'école urbaine de Lyon dans sa politique du doctorat, faire en sorte que toutes les thèses soient interdisciplinaires, qu'il y ait du temps donné au dialogue science-société, qu'il y ait un décentrement par l'international. C'était effectivement chercher à sortir du monastère, sortir les clercs de leur modèle de reproduction, avec le bon élève qui va remplacer le maître, s'il le mérite, au bout de quelques décennies de patience. Voilà. Donc, on va arriver à l'idée qu'effectivement, sortir des orthodoxies, ça n'est pas dénoncer les orthodoxies en place, c'est sortir du principe qu'il nous faut des orthodoxies et qu'on va pouvoir, avec un nouveau paradigme, avec un concept à la mode, occuper une position de pouvoir intellectuel suffisante pour tenir dans la durée dans le débat politique. Il me semble que là aussi, dans la critique des positions intellectuelles qu'on a aujourd'hui, dont on a besoin de faire le ménage, il y a la posture hypercritique, négative, voire fataliste, sur justement la situation de notre monde anthropocène. Je vais faire une dernière fois référence à un écrivain que j'ai beaucoup cité, qui est Hermann Broch, qui a fait un petit essai assez tranchant sur la notion de kitsch dans l'art. Hermann Broch disait que la bourgeoisie capitaliste et industrielle du XIXe siècle avait créé un monde matérialiste, mesquin, fondé sur l'intérêt immédiat et sur la captation du profit, et que pour compenser le monde mesquin que cette bourgeoisie avait créé, il fallait qu'on demande aux artistes d'aller dans l'extrême des sentiments, d'aller dans la surenchère émotionnelle, et que ce qu'il appelle le kitsch, c'est-à-dire la fausseté dans la grandeur, était un contrepoison nécessaire à la bourgeoisie du XIXe siècle pour dépasser justement cette mesquinerie de la vie qui était produite par l'ordre capitaliste et industriel. Et il avait une formule très, très cruelle pour dire que finalement, on avait transformé la sexualité en marchandise dans l'ordre bourgeois,
et que c'est pour ça qu'il fallait les opéras de Wagner pour laisser croire que les interactions sexuelles méritaient d'être divinisées et portées au plan d'une cosmogonie ultime. Et je dirais, pour être aussi méchant qu'Hermann Broch, que d'une certaine manière, le discours collapsologique actuel, c'est une forme de jouissance kitsch du négatif. Qu'il y a, chez une partie du monde intellectuel, une volonté de noircir le tableau, et je dirais de ne pas accepter de mener la bataille qui est celle du champ des possibles, d'une sortie par le haut de la crise anthropocène, et de se projeter tout de suite dans l'apocalypse, dans la crise ultime, sur laquelle les intellectuels sont à l'aise parce qu'il s'agit d'absolu. Il s'agit de grands systèmes de valeurs affrontés. C'est une lutte du vrai contre le faux, du bien contre le mal, etc. Et que les intellectuels ne sont pas à l'aise avec l'idée de compromis, l'idée de situation ambiguë, ambivalente, dans laquelle il faut risquer de mettre les doigts sans savoir si on va avoir des orties ou une bête qui est morte. Bref, comment on peut obliger les intellectuels à jardiner, à cultiver, sans qu'ils passent tout de suite à l'idée du jardin d'Éden ou du désert. Il faut arriver à ramener sur Terre, à faire atterrir, comme disait Bruno Latour, aussi le monde intellectuel. Et c'est peut-être le plus difficile, et c'est la clé, à mon sens, pour que les chercheurs et les intellectuels proposent non pas des grands récits qui peuvent être séduisants ou désespérants sur l'Anthropocène, mais des éléments de récit dont peuvent s'emparer les acteurs sociaux, pour en faire quelque chose concrètement, pour agir sur la situation. Cela dit, le monde n'est pas fait que de débats intellectuels, il est fait aussi de rapports de force, il est fait de rapports économiques. Et je dirais que l'une des grandes difficultés du travail que nous avons à faire pour penser ce temps présent et en faire l'analyse historique in situ, c'est, je l'ai expliqué un petit peu dans une leçon précédente, le fait que le temps présent est incohérent, instable, et qu'en fait il superpose des temporalités qui devraient déjà être obsolètes et des temporalités nouvelles qui sont encore en difficulté d'advenir. Je prends l'exemple tout simple de ce qu'on appelle parfois dans la critique le monde du carbone, les États, les entreprises, les institutions qui ont des intérêts très forts dans le maintien du charbon, du pétrole, du gaz pour leurs revenus, leur puissance. On a toutes les données scientifiques pour savoir que les énergies fossiles sont une catastrophe pour le monde, pour nos vies, maintenant à très très court terme, puisque la catastrophe est déjà là, et cependant, on a des forces économiques, étatiques, idéologiques, qui travaillent ardemment, très efficacement, à la fois par le soft power, mais aussi aujourd'hui par la guerre et par la contrainte extrême, à maintenir la domination des énergies fossiles sur nos existences. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de penser des luttes intellectuelles entre des systèmes, des théories, des approches. Il y a des combats réels, il y a des combats situés, des combats territoriaux à mener. Et on ne peut pas faire abstraction de l'histoire réelle, de l'histoire événement, de l'histoire bataille, je dirais presque, si on veut penser la situation anthropocène. C'est-à-dire que, fondamentalement, une pensée de l'anthropocène a besoin d'être capable de penser l'adversité et l'inimitié. Le projet de faire atterrir notre système d'une manière viable a des adversaires et des ennemis. Le dire ne va pas de soi. Parce que ça veut dire qu'une fois qu'on l'a dit, il faut désigner ses adversaires et ses ennemis. Et encore une fois, le faire comme je l'ai proposé plus tôt, non pas comme des hypostases, comme des deus ex machina qu'on peut dénoncer mais qui ne sont jamais nulle part ou qui sont partout, mais identifier les acteurs, les organisations, les institutions, les lois, les comportements qui sont objectivement des verrous. Des verrouillages socio-techniques, des verrouillages juridiques, des verrouillages dans le comportement de telle ou telle institution. Bref, il y a tout un travail soit de déverrouillage, soit de neutralisation de figures de l'adversité ou de l'inimitié pour rendre possible un atterrissage. Donc il est nécessaire d'avoir une pensée à la fois tactique et stratégique sur la manière de rendre possible une intelligence située, transformatrice de la crise anthropocène. Faire cela demande d'accepter, et c'est à mon avis la principale leçon qu'on peut retenir du mouvement social, inscrit dans l'histoire de l'ère industrielle, il faut être capable de penser le caractère asymétrique de cette lutte. C'est-à-dire que la pensée
critique réflexive de l'Anthropocène n'est pas une pensée dominante. Il y a fort à penser qu'elle ne sera jamais et qu'elle ne doit pas devenir une orthodoxie dominante. Et cependant, elle a besoin d'accepter l'idée qu'il y a du combat à mener et de le faire en situation asymétrique. Ce qui veut dire que l'atout principal de ceux qui veulent faire atterrir la crise anthropocène, c'est une forme d'intelligence embarquée dans l'action. Mais cette intelligence, elle n'est pas simplement pour faire des constats, elle n'est pas simplement pour donner des leçons de morale, elle est aussi pour définir des chemins tactiques, des priorités de combat et une manière de saper le système ou de le contourner ou de le neutraliser. Bref, il y a une réflexion de type, fondée sur l'idée de combat agonistique à mener sur l'Anthropocène. Et pour cela, il y a toute une série d'illusions qu'il faut combattre. Je ne vais pas toutes les lister, je n'en ai pas le temps, mais je dirais que, par exemple, on reste beaucoup trop dans les mouvements sociaux, y compris dans les mouvements écologistes aujourd'hui, dans l'idée qu'il y aurait fondamentalement une common decency des sociétés et que seules les élites seraient corrompues, oublieuses de leurs devoirs ou auraient décollé des réalités de l'environnement. Le monde anthropocène n'est pas anthropocène seulement dans sa bourgeoisie ou dans son hyper-bourgeoisie. C'est un monde anthropocène généralisé. Ça ne veut pas dire une responsabilité égale de tous les hommes et femmes qui vivent sur cette planète, loin de là. Mais ça veut dire que personne n'est indemne des effets, des rétroactions du système dominant. Et que donc, on ne peut pas compter sur l'idée d'une insurrection spontanée, sur l'idée d'un bon sens qui finira par triompher, parce que il y a des formes incubées dans les sociétés de rapport au consumérisme, de rapport aux inégalités, d'imaginaire du bouc émissaire, etc. Et que si on ne tire pas les leçons du premier XXe siècle et de la manière dont les sociétés ont été embrigadées dans les régimes totalitaires, on reproduira les mêmes erreurs. Et donc on a besoin, là aussi, d'avoir les yeux ouverts sur comment on peut partager avec la société, mais sans naïveté sur comment ça va être reçu, une pensée critique, réflexive, qui s'ajuste en permanence sur la situation anthropocène. Et donc, c'est pour cela que j'ai évoqué la dernière fois l'importance de ne pas jeter le rationalisme avec l'aliénation et la rationalité capitaliste. Ce n'est pas la même chose de dire la rationalité capitaliste nous met dans une impasse et de dire vive les rationalités, les passions, les colères spontanées. Si on veut remporter un combat asymétrique, on a besoin d'être plus intelligent, plus stratège que l'adversaire. Et donc ça demande une forme de rationalité située, temporalisée, qui pense l'histoire, qui pense des process par lesquels on peut remporter une série de petites victoires qui permettront d'obtenir des effets de transformation du système. Ce qui veut dire que, là aussi, les sciences sociales doivent sortir d'une vision trop réductrice de l'agir humain. Je dirais qu'on a trop tendance dans les sciences sociales, je pense à l'économie, à la sociologie, mais aussi à l'histoire, à considérer que, par exemple, la question du mal est une question pour les philosophes, ou pour les théologiens, ou pour les écrivains, et qu'on n'a pas à se coltiner la question du mal dans le temps présent. Et pour moi, si on ne retient pas les leçons du statut du mal dans l'histoire au XXe siècle, eh bien, on s'expose au même problème, c'est-à-dire ne pas comprendre qu'il y a sur cette planète des volontés, des intentions destructrices qui ne sont pas, qu'on ne peut pas cantonner dans une simple application égoïste de la rationalité capitaliste ou du pouvoir d'État. Il y a des formes de volonté de destruction et que la singularité du temps anthropocène, elle est double. C'est l'idée que le mal est une question éternelle de la philosophie qui a traversé toutes les sociétés, mais que le monde anthropocène a besoin de se poser à nouveau frais la question du statut du mal dans l'histoire pour deux raisons. La première, c'est que les moyens de la destruction sont aujourd'hui colossaux. Et je ne parle pas que de la destruction militaire, je parle aussi des outils de la domination économique, de l'exploitation de l'environnement, qui peuvent avoir des dégâts colossaux quand on méprise la vie, les écosystèmes,
les ouvriers de tel ou tel pays, les paysans de tel ou tel continent. Et donc, là où il y a volonté de destruction et là où il y a les instruments de cette destruction, on est effectivement face à des dangers majeurs. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'actualité pour que vous voyez comment ça fait écho avec la situation du monde d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que notre trame historique est à ce point fragilisée, effilochée, que toute action destructrice est un danger crucial sur la continuité de notre histoire. Et donc, on ne peut plus considérer que le mal fait partie de l'image générale, qu'on peut le laisser faire sa part. Il y a besoin de penser à la fois la vulnérabilité du temps présent et la puissance des outils qui est hélas asymétrique pour nous, c'est-à-dire que les outils de la science et de la technologie sont manifestement impuissants à résoudre les problèmes écologiques que nous avons générés. En revanche, ils sont très efficaces pour détruire la production de blé de l'Ukraine et augmenter encore le carbone qu'on envoie dans l'atmosphère avec l'armement de masse qu'on utilise aujourd'hui. Bref, il y a une asymétrie qui joue contre nous et donc des acteurs parfaitement conscients de ces enjeux qui jouent aussi contre la survie immédiate de l'humanité. Le nier, c'est s'aveugler. Donc, c'est pour cela que j'ai mobilisé depuis le début de ces cours l'héritage de la théorie critique d'Horkheimer et Adorno, parce que pour moi, ce qu'ils ont tiré de l'expérience de la grande crise européenne des années 14-45, c'est l'idée que on ne peut plus se laisser bercer par l'idée que la raison gouverne l'histoire et qu'on va vers un triomphe de l'esprit qui passerait par des accidents qu'on ne comprend pas, mais qui mènerait forcément à un monde équilibré, parfait, harmonieux. On ne peut plus se bercer de cette croyance-là parce que ça reviendrait à dire, effectivement, que les horreurs du XXe siècle n'étaient que les brouillons de ce que nous serions capables de faire dans un monde post-industriel, post-capitaliste, et qu'on pourrait les oublier. Et je pense que c'est là aussi l'un des grands impensés de la réflexion sur l'Anthropocène, de considérer finalement que ce qui avait occupé la génération des intellectuels des années 45-70 sur la pensée du totalitarisme et de la Shoah est devenu obsolète, parce que l'environnement serait devenu premier. À mes yeux, il n'y a pas de différence dans le statut du mal dans l'histoire, dans la manière de penser les crimes du début du XXe siècle et le risque d'autodestruction partielle ou totale de l'humanité au XXIe. C'est-à-dire qu'il faut accepter de rebrasser ce qu'on avait pensé de la Shoah et du totalitarisme à la lumière de l'Anthropocène. Là aussi, renouer les temps, éviter un effet de rupture. Ben voilà, le XIXe siècle, c'est la question sociale, le XXe, c'est la question du totalitarisme, et puis nous, on a la question de l'environnement. Ça marche pas. Les questions sont superposées, elles résonnent les unes avec les autres. Le rapport au monde, il est total. Et en tout cas, si nous voulons être capables de produire une pensée actionnable de l'Anthropocène, nous sommes obligés de réunifier nos existences. Nos existences dans la sphère privée, dans le travail, dans la vie sociale, dans les engagements, dans la vie culturelle. Si nous acceptons un monde divisé dans des ordres d'action où nous ne sommes pas les mêmes, où nous n'avons pas les mêmes valeurs, pas les mêmes principes, eh bien, nous continuerons à avoir un monde qui va se désaccorder, qui va perdre son intégrité fonctionnelle. La manière dont le temps historique se défait, c'est cela. Ça se lie à la fois à l'échelle du système global, mais ça se lie aussi dans nos vies, qui ont tendance à se désaccorder entre les moments. Et comme historien, je plaide en fait pour une réunification du temps. Une réunification non pas dans une même ligne de temps, il ne s'agit pas de penser un chemin de fer qui va tout droit quelque part, il s'agit de penser que toutes nos temporalités emboîtées, celles de notre vie quotidienne, de nos aspirations, de nos héritages, de nos projections dans l'avenir, de nos idéaux, il faut penser tout cela parce que la manière dont nous pouvons espérer retramer le temps historique, c'est en tramant à la fois du physique, du biologique, du technique, de l'humain, de l'idéal, de l'utopique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un textile suffisamment riche pour être robuste et résistant. Et on ne peut pas faire un temps uniquement matérialiste, uniquement intellectuel et abstrait, uniquement fondé sur des valeurs. Il faut
les intriquer, les tisser ensemble. Et pour moi, c'est là, j'y reviens, que une conception hérétique de l'histoire, c'est une conception qui est tournée vers le devenir et vers l'action. L'historien n'est qu'en apparence un spécialiste du passé. L'historien doit être dans la cité celui qui a du temps et une méthode à consacrer à l'investigation du passé pour en ramener des éléments signifiants, pour nourrir et enrichir le débat sur ce qu'il y a à faire. Et ça n'est pas gratuit, ça n'est pas décoratif, ça n'est pas un tourisme dans le passé que je propose, c'est effectivement considérer que les questions existentielles que nous nous posons au présent, il y a des éléments forts, existentiels eux aussi dans le passé, des moments où des crises d'un type proche ou assimilable ou comparable se sont déroulées, et on a des choses à apprendre de la façon dont d'autres sociétés humaines ont affronté d'autres crises de ce type-là. Avec l'idée que la seule vertu qu'on peut reconnaître aux sociétés du passé, c'est qu'elles ont eu un lendemain. Nous, on ne peut pas se promettre qu'on a un lendemain. Et donc, sans prétendre être dans une vision générale de l'histoire qu'on dominerait, qu'on comprendrait, qui nous permettrait d'avoir une toute-puissance, on doit au moins, modestement, se rendre capable de construire un lendemain et de considérer que, a priori, ceux qui seront aux affaires demain s'occuperont du jour d'après. Bref, il y a une modestie à retrouver de l'agir humain qui n'a pas comme horizon la fin des temps, qui a comme horizon une temporalité historique élastique qui est à la fois un présent, qui est celui dans lequel on pense, on agit, on interagit, et puis des pas de temps de ressaisie des héritages du passé, qui peuvent être parfois très lointaines. Voilà, quand je cite la tragédie grecque, j'ai besoin juste d'une idée qui résonne encore de nos jours sur le rapport de la rationalité à l'irrationalité. J'ai pas besoin de comprendre le fonctionnement politique d'Athènes pour dire ça. Mais, inversement, cette même pensée de l'histoire, il n'y a aucune raison de la cantonner dans un passé révolu et joué. L'idée, c'est que notre intelligence, elle est fondée sur la capacité de notre cerveau et de nos interactions à brasser de la mémoire et à modifier des faits de mémoire pour les rendre intelligibles et actionnables. Et donc, il faut également faire cet exercice avec le futur, avec le devenir. Et que ce que propose l'historien chercheur dans la cité anthropocène, c'est justement d'aider à effacer le mur du devenir et le mur de l'incompréhension du passé pour se rendre capable de naviguer ensemble dans une temporalité élargie qui nous fera échapper au présent absolu, à l'immédiateté d'une équation insoluble. Certes, l'équation d'aujourd'hui, elle est insoluble, socialement, politiquement, écologiquement, on n'y arrive pas. Les chiffres ne font pas les bonnes additions, on a tantôt pas le budget, tantôt pas l'accord de la société, tantôt pas les forces politiques, etc., pas la bonne configuration en Europe, dans le monde, etc. On n'a jamais toutes les planètes alignées pour faire ce qu'on a à faire. Mais ça n'est jamais arrivé que les sociétés humaines aient toutes les planètes alignées dans le bon sens. Et ça ne veut rien dire, cette expression. Donc, ce qui compte, c'est effectivement de prendre acte de la situation. C'est la première modestie à avoir. Le temps présent est imparfait, mais ça ne sert à rien de le répudier en bloc. Il est le nôtre, et nous sommes, je l'ai dit dans toutes les leçons précédentes, nous sommes les héritiers du processus permanent d'innovation des sociétés humaines, du processus de haute croissance de la deuxième moitié du XXe siècle, d'un schème de sélection permanente en miroir des existants humains et non humains depuis le néolithique, etc. Et que, voilà, nous ne sommes pas n'importe quels héritiers, nous ne sommes pas une humanité lambda dans un temps lambda, nous sommes situés, que nous le voulions ou nous, dans ce temps anthropocène. Mais nous n'y sommes pas situés pieds et poings liés, nous y sommes situés avec notre capacité à développer une intelligence située et penser avec intelligence la situation. Je reviens sur cette dualité, et c'est, à mon sens, la manière dont il faut penser le rôle des chercheurs, bien entendu dans l'interdisciplinarité. Aucun regard disciplinaire sur un objet, une méthode, n'a tous les éléments pour comprendre l'image générale. Et puis, dans la transdisciplinarité, qui est un dialogue non pas dominant-dominé avec la société, mais un dialogue à la fois égalitaire et asymétrique. Et là,
je vais revenir juste sur un point sur ce qui est, moi, mon domaine de recherche, les questions qui touchent au rapport des sciences et techniques à l'agriculture, à l'environnement. Ce sont des mondes dans lesquels on sait depuis longtemps qu'on ne peut pas produire une science en laboratoire qui va se transformer en innovation, que les acteurs de la production vont accepter gentiment et transformer en choses que les citoyens vont accepter de manger dans leur assiette en payant le prix qui leur est demandé. Il y a toutes sortes de blocages dans la chaîne de transmission de l'innovation sur les enjeux sciences techniques, agriculture. Et l'une des leçons que j'ai retenues de ma fréquentation du monde des chercheurs dans le monde de l'agronomie au sens large, c'est que il faut toujours éviter la confusion entre la posture du chercheur et la posture de l'acteur. Le dialogue, il est asymétrique pour la bonne raison que le chercheur qui donne de son temps, de sa formation, de ses lectures, de sa maîtrise des concepts face à un acteur, malgré toute sa bonne volonté, tout le militantisme qu'il peut y mettre, ce ne sont pas ses terres, ce ne sont pas ses vaches, ce n'est pas son revenu qui est en jeu. On le dit dans la sagesse populaire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais il importe que les chercheurs, les intellectuels, arrivent toujours avec honnêteté en disant qu'ils proposent des schèmes, ils proposent des notions, ils proposent des outils, mais la prise de risque, elle est dans l'action, dans la vie sociale, économique ou syndicale et politique. Et donc, il faut sans cesse garder à l'idée que la posture de la recherche, même si elle est immergée dans la société, elle a une singularité, elle a une responsabilité morale qui est liée au fait que, il ne suffit pas de faire un discours brillant et séduisant, il faut penser les conséquences sur les acteurs, sur les environnements, des conseils ou des idées que l'on donne et qu'on diffuse. Donc, à mon sens, comment je peux définir positivement ce que j'appelle cette pratique hérétique de l'histoire? C'est l'idée, effectivement, que, et là c'est très douloureux pour les historiens qui ne sont pas du tout habitués à ça, il faut produire une recherche située, sans confondre située et avec un parti pris pour un territoire, une nation, un enjeu, etc. Ce n'est pas parce qu'on vit quelque part, qu'on a une fonction quelque part, qu'on est obligé d'épouser la cause immédiate et les intérêts directs de l'institution, du territoire dans lequel on vit. Mais penser de manière située, c'est accepter au moins l'idée que ce qu'on écrit, ce qu'on dit, les actions que l'on mène ont un impact. Et avoir les oreilles et les yeux ouverts pour capter les rétroactions positives et négatives de ce qu'on fait, que ça soit enseigné, publié, faire de la recherche-action. Il y a sans cesse, pour qui veut les voir, des feedbacks qui permettent de vérifier si ce qu'on a fait est pertinent, s'il n'y a pas des externalités négatives, s'il n'y a pas des choses qu'on n'a pas vues dans ce qu'on a proposé. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans la recherche internationale, qui est, à mon sens, quelque chose de vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle la recherche transformative. C'est un concept qui vise à considérer que le seul fait de pratiquer une quête de données, de connaissances dans une situation donnée a un impact. Quand on fait une enquête auprès d'un agriculteur, il pense des choses après les questions qu'on lui a posées. Il va peut-être agir différemment en disant « Tiens, il m'a posé cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je revoie telle pratique ?» etc. Donc, quoi qu'on fasse, on est intrusif quand on pose un acte de recherche dans la vie sociale ou dans les environnements. Et donc, il faut penser soigneusement cette intrusion et il faut anticiper ses effets. Ce qui veut dire que les chercheurs ne peuvent pas considérer qu'ils sont simplement là pour produire des connaissances et ensuite, avec une autre casquette, agir, militer, contester ou proposer, que d'ores et déjà, les questions qu'ils se posent, les méthodes qu'ils développent, les données qu'ils produisent ont un impact positif ou négatif ou neutre sur la dynamique du système. Et donc, comme il n'est pas possible d'anticiper la réception d'un acte de recherche dans la société, il faut que la science soit ouverte et que le moment où elle se pose des questions soit ouvert aux acteurs sociaux, que la définition des méthodes et leur impact sur les objets étudiés soit aussi fait sous le regard de tous, et que les résultats soient accessibles, compréhensibles et mobilisables éventuellement
dans l'action pour ceux qui veulent s'en emparer. Et donc ça implique une autre manière de penser la recherche, qui n'est pas nécessairement, encore une fois, acquise à une cause ou à un intérêt, qui peut garder sa liberté, qui doit garder sa liberté académique, mais qui produit dans une situation dont elle accepte les contraintes physiques et éthiques. Ça veut dire aussi sortir de cette vieille dichotomie entre la théorie et la praxis, accepter l'idée que dans une théorie, il peut y avoir des schèmes mobilisables dans l'action, mais dans la praxis, quels que soient les mondes sociaux que l'on considère, il y a de l'intelligence embarquée. Il y a toujours déjà de la recherche et de la théorie dans l'action. Ça n'existe pas des êtres humains qui agissent sans concept, même s'ils ne les verbalisent pas. Et donc, il faut considérer que dans la situation anthropocène, qui est une situation interconnectée et unifiée, il faut aussi reconnecter la théorie et la praxis, c'est-à-dire qu'il faut que l'intelligence se métabolise dans l'action. Et la recherche transformative, c'est ça. Alors c'est plus ou moins facile suivant les disciplines. Les disciplines proches de l'action, de l'ingénierie, du pilotage du vivant ont l'habitude de ça. Je dirais que pour ces disciplines-là, le plus difficile, c'est de mettre de la réflexivité critique et de la capacité à regarder à gauche et à droite où ils n'ont pas l'habitude de voir les externalités de leur action. Mais pour les sciences critiques, plutôt les sciences sociales, la difficulté, c'est de s'obliger à prendre un outil, à bêcher et à voir si ça pousse après. Donc, pour moi, effectivement, l'interdisciplinarité et le faire dans des lieux bienveillants, accueillants, où on peut expérimenter, se tromper, tâtonner, manquer des choses, c'est indispensable pour prouver que ça marche, que la recherche peut s'hybrider avec l'action, à condition de ne pas tomber dans la confusion entre les méthodes et les valeurs, et entre une position dominante dans un débat théorique et l'efficacité de l'action qu'on cherche à mettre en œuvre. Je reviens donc là sur cette idée que, pour moi, toute recherche impliquée et transformative doit donc impliquer un sens des responsabilités, une éthique qui est partagée et qui est discutée. Là aussi, l'éthique des sciences, ça n'est pas l'étable de la loi qu'on pourrait appliquer comme ça. Il faut réfléchir. Ce que le monde de la recherche biomédicale fait depuis quelques décennies maintenant, réfléchir sur le statut du patient, sur quelle place on accorde à la question de la souffrance, les notions d'acharnement thérapeutique, etc. Bref, ce que les médecins ont fait sur le rapport aux soins, eh bien, il faut le faire sur le rapport à l'environnement. Il faut le faire sur le rapport à la production alimentaire. Il faut poser la question du soin, moi j'irais jusqu'au care, dans le rapport au monde. Et je considère, comme historien spécialiste de la temporalité, que ma contribution à cette recherche inter- et transdisciplinaire, c'est d'avoir le souci du temps. C'est de considérer que parce que le temps est fragile, parce qu'il est indécis, parce qu'il est marqué par des accidents, des manques, des pertes, eh bien, le temps est précieux. Et il faut en prendre soin. Et que dans le débat général sur où nous voulons aller dans le monde anthropocène, il y a une question du soin, du souci, qui demande, là aussi, prise en compte de l'altérité, prise en compte de la fragilité, souci de ce qui est invisible aujourd'hui, ou qui va se révéler demain trop tard parce qu'on aura agi sans réfléchir à des choses qui sont en germe. Bref, un souci du temps qui est une capacité à prendre en main non pas l'instant, mais une certaine... le mot de durée me gêne aussi. C'est pas la durée qui compte ici, c'est la dimension diachronique. C'est-à-dire l'idée que, en fait, notre vie est un travelling. On accompagne, avec notre caméra subjective, un monde en évolution et en révolution permanente. Et il faut avoir le souci de ce qui s'imprime sur notre caméra et de penser qu'effectivement, nous ne sommes pas extérieurs à ce que nous filmons, nous sommes devant et derrière la caméra, et que tout ça c'est fragile, tout ça, ça peut s'arrêter. Tout ça, ça peut connaître des accidents, et qu'il faut, encore une fois, en développer le souci. Voilà. Pour moi, le rôle de l'historien, et j'en terminerai par là, c'est de retramer le temps. C'est d'accepter l'idée que le temps s'est effiloché, qu'il s'est affaibli, qu'il s'est standardisé, qu'il s'est appauvri dans l'expérience qu'il nous donne, mais que c'est pas irréversible, qu'il y a des irréversibilités. L'histoire est faite d'irréversibilité, mais pour autant, il nous appartient
de redensifier notre trame historique, de la vivre plus intensément, de la réunifier, et que la question de l'Anthropocène n'est pas simplement un débat théorique, c'est aussi une opportunité de ressaisir cette totalité qui est la nôtre, de le faire non pas depuis une fausse extériorité qui nous ferait contempler comme des spectateurs notre aventure et nos mésaventures, mais de l'intérieur, et qu'effectivement, cette densité d'expérience du rapport au vivant, aux techniques, au social, au politique, au culturel, à la création, c'est ça qui peut retisser un temps historique qui vaille d'être vécu, partagé et prolongé. Voilà, je vous remercie.